Depuis la plus haute antiquité, l'hypnose est un phénomène qui reste entouré d'un halo de mystère. L'hypnose produit un effet de fascination chez les uns et suscite la crainte chez les autres. Certains y voient une manifestation relevant de la magie ou du surnaturel, d'autres une technique intelligible, un phénomène tout à fait naturel. L'ignorance des mécanismes qui déclenchent la transe hypnotique n'est pas étrangère à toutes ces perceptions. Qu'est-ce donc que l'hypnose? Un pouvoir magnétique que quelqu'un exerce sur les autres? Une clé psychique qui permet d'accéder à l'inconscient d'une autre personne? La diversité des théories proposées jusqu'à ce jour pour en éclaircir la nature montre bien à quel point le phénomène de l'hypnose reste toujours aussi mystérieux. Janino a été initié à l'hypnose par le grand Roméo il y a près de 20 ans. Il prolonge en quelque sorte la lignée des hypnotiseurs de scène, tels le grand Robert ou le grand Albert, qui ont fait carrière à l'époque glorieuse du music-hall. À un moment donné, ils vont en réveiller un et l'autre va vouloir continuer. L'hypnose, c'est, en fin de compte, c'est une sorte de transe ou une sorte d'état. En fin de compte, c'est un conditionnement qu'on donne à une personne. Le cerveau, c'est comme un ordinateur qu'on peut conditionner. Et aussi, il y a le magnétisme, il y a la suggestion, le magnétisme. Il y a la parole, il y a du magnétisme qu'on a dans les mains aussi. Quand l'hypnose a commencé, on appelait ça le mesmérisme. Et on appelait ça un magnétiseur. On disait pas un hypnotiseur. Il y a un temps, on disait un magnétiseur qui magnétise des personnes. Fermez les yeux. Il y a des états dans l'hypnose. Il n'y a pas une personne qui est sur le même niveau. Il y a des personnes qui vont profond. Il y en a qui vont profond. Il y en a qui vont moyennement. Donc, il va y avoir des personnes qui vont être conscients. D'autres sont semi-conscients, mais d'autres ne sont pas conscients du tout de ce qu'ils ont fait, dépendamment de la profondeur. Avez-vous déjà eu 2 bras raides? Non. 1, 2, 3, très rigide, très dur. Très rigide, très dur. Là, on passe à un état, ça, pour les jambes raides, les bras raides, on peut placer le corps raide. Ça s'appelle la catalepsie. Un état de catalepsie, c'est tous les muscles qui deviennent rigides, durs. On peut mettre la personne sur 2 dossiers de chaise, la tête à côté sur une chaise, les pieds sur l'autre, et puis faire embarquer quelqu'un dessus, 3 fois son poids, puis il va le supporter. Parce qu'en hypnose, la personne est 40% plus fort que la normale en toutes les circonstances physiques, intellectuelles, capacités, talents. Tout est 40% plus fort. Si on dit on en donne une personne, mais on pourrait dire on le réveille plus. Elle va prendre la même position qu'elle quand elle revient normale. Regardez bien. 1, 2, 3, psh. 1, 2, 3, psh. Très rigide, très raide, très rigide. Aimes-tu ça, de même? T'aimes pas ça, hein? Attention, on revient normal. Psh. 1, 2, 3, psh. Très rigide. C'est le subconscient. On enlève le raisonnement. On va direct au subconscient. Et le subconscient amène des pouvoirs qui emmènent ces talents-là. Ça va revenir normal. 1, 2, 3. On les applaudit bien fort. Jean Roch-Laurence est chercheur au département de psychologie de l'Université Concordia à Montréal. Depuis 25 ans, il explore l'univers de l'hypnose. Dans la population en général, l'hypnotisabilité ou la capacité à répondre à des suggestions hypnotiques varie. Et on pense qu'il y a à peu près entre 15 et 20% de la population qui sont d'excellents sujets hypnotiques. Donc des gens qui vont être capables de répondre à des suggestions très complexes, d'hallucinations par exemple, ou de création de souvenirs. Il y a à peu près un 10 à 15% qui sont très, très peu réceptifs à l'hypnose. Donc des gens qui, si on parle en termes par exemple d'hypnose légère, c'est à peu près tout ce qu'ils vont être capables d'expérimenter. Et la majorité de la population ont une hypnotisabilité moyenne.
L'hypnose de scène est différente de l'hypnose clinique et de l'hypnose en laboratoire, tout simplement parce que l'hypnotiseur de scène donne un spectacle. Lorsque quelqu'un donne un spectacle, il ne peut pas se permettre de ne pas avoir de bons sujets sur la scène. Donc, lorsque vous allez voir un spectacle d'hypnose, en fait, ce que vous allez voir, c'est un ensemble de sujets, dont certains sont des gens qui font tout simplement semblant. Il y a des gens qui sont de bons sujets hypnotiques, mais pas de trop bons sujets hypnotiques. Et en fait, un bon hypnotiseur de scène ne choisira jamais un excellent sujet hypnotique, tout simplement parce que le bon sujet est beaucoup plus difficile à contrôler que le sujet moyen. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui est un excellent sujet hypnotique et que vous régressez à 5 ans dans la salle de cours ou en classe et que l'idée, c'est de donner un petit spectacle des enfants qui jouent en classe. Vous ne savez jamais si le bon sujet va retrouver une période où le souvenir va être difficile ou il va se mettre à pleurer et va en fait actualiser la suggestion. Donc, le bon hypnotiseur de scène ne veut pas de sujets qui sont trop bons. Dans l'imagination populaire, on croit souvent que les pouvoirs de l'hypnotiseur sont tels qu'il est impossible pour le sujet hypnotisé de s'y soustraire. Le sujet tomberait dans un état léthargique provoqué par une influence quasi surnaturelle. Comment vous vous sentez, là? Je suis un petit peu zinzin. Ça va me prendre peut-être une couple de minutes, là. Quand même une grosse demi-heure avant de me replacer comme peu les esprits, là. C'est comme si je venais de rêver, là, puis j'ai le temps de me replacer un petit peu. Attention, il y a un clavier en haut. Il y en a un qui est en bas en même temps. Et c'est merveilleux comme vous nous jouez ça. C'est merveilleux. J'étais poussé à faire ça, là, je le faisais, c'est tout. Et on était comme des marionnettes. C'est lui qui nous disait quoi faire. On suivait les autres qui disaient. Moi, en tout cas, dans mon cas, j'avais pas de sentiment, j'avais pas de réaction. Fait que, il aurait pu me demander de me mettre à broyer là, j'aurais broyé. Très important de penser à quelque chose de chaud. 1, 2 et 3, ça devient chaud. C'est chaud, pas mal chaud, hein? 1, 2, 3, ça devient chaud. Ça fait mal, mon Dieu. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? J'ai une brûlure sur la main avec le petit morceau qu'on a mis, là, le papier d'aluminium, là. Quand tu m'as dit que pensais à quelque chose de chaud, ça a brûlé, mais je ne l'ai pas enlevé. Ça m'a fait une ampoule. Mais une brûlure. vous l'aviez avant? Non. J'avais pas de brûlure avant, là. C'est rouge, là. Vous voyez, c'est comme une brûlure du 2e degré, là. Il y a une ampoule. J'avais pas rien. Ça brûle encore. C'est rouge. Comment vous expliquez ça? C'est ça, je suis venue le voir pour qu'il me l'enlève. Ça s'enlève pas. Il y a eu quelques recherches qui ont été faites là-dessus. Et ce qu'on a retrouvé souvent chez les gens qui étaient capables de créer, en fait, ou qui semblaient créer des brûlures, c'est qu'ils revivaient de façon intérieure une brûlure antérieure. C'est des gens qui avaient déjà été brûlés et qui pouvaient recréer la sensation. Et à ce moment-là, on pouvait voir la marque rouge, par exemple, sur la main ou sur le pied. Ou sur, comment on l'explique au niveau physiologique, on ne le sait pas. Il n'y a pas d'explication physiologique à ce niveau-là. Tout comme il n'y a pas d'explication pour contrôler une réaction allergique ou pour créer une réaction allergique. Donc le mécanisme lui-même n'est pas connu. Vous bégayez de plus en plus? Quand je claque mon doigt, votre nom, c'est Michel. Quand je reclaque mon doigt, vous revenez à votre nom normal. Et quand je reclaque mon doigt, c'est Michel. Et à chaque fois que je claque mon doigt, vous changez. C'est là qu'on voit qu'il y a des pouvoirs, qu'il y a des éléments, des événements, des forces dans la nature, dans l'univers, qu'on peut l'appeler comme on veut. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a des forces. 1, 2, 3, c'est quoi votre nom?